Mon invité du jour est Alain de Peretti. Il est bien connu des téléspectateurs de TV Liberté puisque c'est le président de l'association Vigilance Halal et il vient aujourd'hui faire le point sur les actions judiciaires impliquant son association. Bonsoir Alain de Peretti. Bonsoir Olivier. Alors, quelle est l'action aujourd'hui de Vigilance Halal ? Alors, l'action aujourd'hui, elle est la même qu'il y a 7 ans lors de la création de l'association, qui était de dire que nous sommes dans un état de droit et que donc le droit devait être respecté, notamment pour le halal, puisqu'on s'est rendu compte que pour des raisons multiples, donc le droit a été bafoué pour permettre au halal de se développer, et donc au travers du halal, pour nous accoutumer peu à peu à la charia, parce que ce que je dis donc de façon courante, c'est que le halal, c'est la charia. Quand vous regardez la définition d'ailleurs de Wikipédia, le halal, c'est la charia, tout simplement. Et la charia, c'est la loi islamique qui est contestable et contestée, notamment par un jugement de la Cour européenne des droits de l'homme de 2001, qui dit qu'elle est incompatible avec la démocratie. Et je ne suis pas le seul à dire ça, puisque il y a beaucoup de personnes, y compris issues de la communauté musulmane, qui le disent. Alors, un de vos combats porte aujourd'hui sur la dérogation pour étourdissement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette dérogation pour étourdissement ? Alors, pour satisfaire à ce qui serait une obligation religieuse, une coutume religieuse, donc qui est de ne pas anesthésier, de ne pas étourdir les animaux avant de les saigner, eh bien, on a fait une dérogation. Donc, alors, cette dérogation est assortie de conditions. Mais comme tous les règlements administratifs, vous savez, ils sont faits pour être détournés. Et donc, nous avons vu les failles. Nous avons surtout des renseignements émanant des abattoirs disant qu'à partir du moment où il y avait dérogation, on abattait tout en halal, pour pas se compliquer la vie. Et normalement, il doit y avoir un contrôle qui est de regarder ce qu'on appelle les registres des commandes. Nous avons fait donc des actions devant les tribunaux administratifs, qui ont toutes été perdantes en première instance, parce que nous demandions communication de ce registre des commandes spécifique. Et on nous disait que c'était un document commercial, donc non communicable, secret des affaires. On est allé en appel, et là, 3 ans après, parce que 3 ans pour avoir la première instance, 3 ans pour avoir l'appel. Et là, donc, c'était le 18 décembre 2018. Nous avons obtenu une victoire devant la Cour administrative d'appel de Paris pour tous les abattoirs de Seine-et-Marne. Parce qu'ils ont pu avoir donc les preuves que cette dérogation n'était pas respectée, puisque c'était constitué, le registre des commandes était constitué de feuilles volantes manuscrites, c'est-à-dire absolument pas probantes. C'est-à-dire qu'on avait la preuve que l'administration ne faisait pas son travail de contrôle. Donc, la préfecture de Seine-et-Marne a été mise en demeure. Nous avons gagné, c'était la première fois, mais je vois pourquoi certaines associations vont en justice, parce que ça leur permet de vivre. Peut-être que nous, ça va nous permettre de vivre. On a touché 1 500 €, de l'argent du contribuable. Il faut gagner souvent 1 500 €. Voilà, mais j'espère parce que là, nous avons fait une assignation, à la fois de la préfecture, bien entendu, ça c'est la cour administrative d'appel qui a assigné la préfecture, et nous avons fait une assignation de l'abattoir, notamment de Meaux, pour lequel on a même des vidéos qui prouvent que la dérogation n'est pas... Donc ça c'est quelque chose qui est très important, et nous l'avons agrandi, ça nous a donné une jurisprudence, et nous avons donc mis en demeure 23 départements, 23 préfectures, de nous fournir ces dérogations et ces registres des commandes. Et sur les 23, il n'y en a que 4 qui nous ont répondu. C'est dire la légèreté de l'administration française. Et quand on vous répond, qu'est-ce qu'on vous dit ? En général, la plupart du temps, c'est pas de réponse du tout. C'est-à-dire ce que j'appelle la technique de l'édredon. Donc là, on va faire appel à la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, et puis on va suivre, parce que nous sommes, comme les pitbulls, nous ne lâchons rien. Nous ne lâchons rien, nous avançons tranquillement sur notre bon droit. Donc ça c'est le premier point, le plus important. Mais il y a aussi donc une action au Conseil d'État, dont nous espérons beaucoup. Nous avons perdu en référé, mais ça va être examiné de façon au fond, ce qu'on appelle au fond, c'est-à-dire sur nos arguments, sur le fait que l'Aïd el-Kébir
s'est passé cette année sans qu'on interdise, alors qu'on demandait l'interdiction des abattoirs temporaires. Ces abattoirs temporaires sont une hérésie sanitaire, parce qu'ils ne sont pas du tout équipés, et pour faciliter donc les populations de l'Aïd, eh bien, on leur a accordé des abattoirs qui s'installent n'importe où, donc de façon tout à fait anarchique, et ils sont agréés. Voilà, ils sont agréés. Mais il y a donc un jugement de la Cour européenne qui dit que, sur une question préjudicielle venant de Flandre, qui a interdit les abattoirs temporaires pour des raisons sanitaires et des raisons de souffrance animale. C'est donc une question préjudicielle qui est applicable dans tout le territoire de l'UE, et nous demandons l'application de cette directive. Alors ça aussi, si on perd, parce que avec la justice française, on peut s'attendre à tout, mais si vous voulez, ce qui est gratifiant, c'est qu'on se rend compte que peu à peu, par nos actions judiciaires, donc concertées et nombreuses, l'étau se resserre autour du système. Parce que il y a bien un moment où il y a des magistrats qui voient que le droit n'est pas appliqué et qui auront certainement la tentation, vraisemblablement, de nous donner raison. Et notamment au niveau de la Cour de justice européenne, dans laquelle nous avons quelques poissons pilotes, qui nous ont dit que cette façon de procéder de l'État français était proprement scandaleuse. Donc ça, c'est... Et alors, pour vous donner aussi des petites informations croustillantes, si j'ose dire, nous avons déposé une plainte au pénal contre le CIVOM de Mulhouse. Le CIVOM, c'est ? Le CIVOM, c'est le syndicat intercommunal d'ordures ménagères. Donc c'est eux qui vous prélèvent des taxes de plus en plus importantes pour le traitement de vos ordures, que vous traitez vous-même par le tri sélectif, mais enfin peu importe. Et donc, qui a fait distribuer un tract avant l'Aïd el-Kébir, disant à la communauté musulmane que s'ils abattaient leurs moutons chez eux, ce qui est un délit, ils récupéreraient les déchets, donc se portant donc complices d'un délit. Et de plus, il y a un deuxième délit, mise en danger la santé d'autrui, parce que ils ne sont pas habilités à traiter des déchets d'abattoir. Vous savez que maintenant, les déchets, par exemple, pour les laboratoires où il y a du sang, donc ce sont des organismes spécialisés. Là, les déchets d'abattoir doivent être traités par l'équarrissage. Donc, vous voyez un petit peu, et j'ai l'habitude de dire que peu à peu, au fur et à mesure que nous avançons dans notre étude du halal, donc de la charia, on a l'impression que l'islam est en train de devenir la religion officielle de la République française. J'en ai des preuves, donc en fait c'est un faisceau de preuves, bien entendu. Et donc, peu à peu d'ailleurs, nous avons, dans l'action de vigilance halal, nous ne centrons plus sur l'aspect donc de l'abattage des animaux. Parce que c'est un aspect qui est finalement assez partiel. Qui est assez partiel, puisque le halal, c'est, comme je vous le disais en introduction, c'est la charia. Et puis si on s'attaque à l'abattage des animaux dans le halal, c'est ce que les gens aussi vous disent régulièrement, c'est pourquoi le halal et pas le kasher ? Alors, pourquoi le halal et pas le kasher ? C'est une bonne question, et ne vous inquiétez pas, j'ai une réponse. Il y a donc Éric Zemmour, notamment, pour ne pas le citer, qui dit, au-delà d'une certaine quantité, le nombre est une qualité. C'est-à-dire que lorsqu'une chose change de régime, de braquet, elle change de nature. Le halal, c'est quelque chose qui est devenu pratiquement la norme. Or, le kasher, c'est quelque chose qui est extrêmement réduit et en plus en perte de vitesse. Oui, le droit est censé s'attaquer au principe. Oui, voilà. S'attaquer au principe. Oui. Et le principe, c'est l'abattage. C'est l'abattage. Oui, sauf que si vous voulez, votre question est tout à fait pertinente. Sauf que si vous voulez, donc l'association Vigilance Halal ne s'attaque pas uniquement à l'abattage des animaux. L'abattage des animaux n'est qu'une des facettes du halal, qui est en fait un moyen de contrôle social de l'islam, donc de la charia. Et la charia est incompatible avec nos valeurs et avec ce que la Commission européenne a dit,
le mode de vie européen. Hein, je crois que c'est ça, dernièrement, donc ça fait polémique. Hein. Donc nous, c'est totalement incompatible avec le mode de vie européen. Alors c'est une pratique religieuse, certes, mais si les Mayas ou les Aztèques étaient présents sur notre sol en quantité suffisante, et vous les pratiquez des sacrifices humains, je crois que ça va être une question religieuse, on ne les laisserait pas continuer, bien entendu. Donc le halal va beaucoup plus loin. C'est un moyen de contrôle social des populations musulmanes qui sont en terre non musulmane, pour les maintenir dans une espèce de ghetto, d'obligation. C'est la charia. D'ailleurs, le but de la charia, c'est un contrôle social. Et j'ai l'habitude de dire à nos amis musulmans, sortez de ce ghetto, sortez de cet enfermement dans lequel les règles de la charia vous maintiennent et vous empêchent de rentrer de plein pied dans l'ère moderne. Hein, puisque c'est... en fait, le halal bénéficie d'une espèce de conjonction entre l'affairisme et l'obscurantisme. Hein. Donc je leur dis, sortez l'obscurantisme. Vous êtes capable de comprendre, et je pense que même la communauté juive aussi, mais encore une fois, je vous dis, il y a une question de proportion qui fait que les choses ne se présentent pas du tout de la même manière. Mais quand on voit l'ère moderne, c'est un peu difficile de dire aux musulmans rentrer dans l'ère moderne, parce que les chrétiens sont rentrés, comme vous dites, dans l'ère moderne. Depuis une quarantaine d'années, ils sont en train de disparaître en Occident. Donc finalement, c'est peut-être pas très tentant pour eux. Alors, quand je parle de l'ère moderne, si vous voulez, le christianisme a remplacé les rites archaïques de sacrifice, hein, par un sacrifice définitif, non sanglant, et ça c'était il y a quand même 2000 ans. Donc vous voyez, on est entré, ce qui a permis d'ailleurs, et d'ailleurs le christianisme aussi a défini, on oublie de dire que la laïcité, c'est quand même une invention chrétienne. Hein, puisque la séparation des pouvoirs, même si elle n'a pas toujours été facile à obtenir dans l'histoire, est quand même une notion chrétienne. La disjonction entre le temporel, voilà, le temporel et le spirituel. Donc, si vous voulez, il y a des ferments de modernisme dès l'origine, de modernité, pardon, plutôt que de modernisme, c'est pas pareil, excusez-moi, parce que ça n'a pas du tout la même signification. Donc, il y a des ferments de modernité dans le christianisme, et pour avoir lu récemment un livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle « L'islam mis à nu par les siens », aux éditions de Riposte laïque, tous les auteurs, qui sont tous des auteurs issus de l'islam, disent que le problème de l'islam, c'est que, je ne dis pas des musulmans, hein, je dis de l'islam, hein, je pèse mes mots, c'est justement qu'ils ont loupé toutes les phases, toutes les marches de la modernité, et que leur religion est en grande partie responsable. Voilà. Donc il faut et ça c'est leur comment dire, leur challenge. Hein. Ils ont un énorme challenge, les musulmans, et c'est ce que je leur dis quand j'ai des dialogues avec eux. Je leur dis, votre challenge, c'est de faire évoluer votre religion pour rentrer dans la modernité. Sinon, on a des problèmes et on continuera à en avoir. Alors après 7 années d'existence, on a l'impression que petit à petit, Vigilance Halal commence à avoir des résultats. Ça prend du temps, même si 7 ans finalement, c'est pas si long que ça. Il y a une autre affaire dans laquelle vous êtes impliqué, et sur laquelle vous avez pas mal communiqué, c'est l'affaire de la Micaline, qu'on avait évoquée d'ailleurs sur TV Liberté. Où est-ce qu'on en est dans cette affaire de la Micaline? Est-ce que vous pouvez la résumer également? Oui, alors très rapidement, donc Éric Dick est ce qu'on appelle une alerte, un lanceur d'alerte, hein, bien sûr. Il a été lourdement condamné en première instance et nous avons pris son dossier à ce moment-là. On est allé en appel. La condamnation a été fortement diminuée, mais nous voulons qu'il soit totalement mis hors de cause en tant que lanceur d'alerte, et parce qu'il a dit des choses à la fois de bonne foi et qui sont réelles. Donc on ne voit pas pourquoi il serait condamné. Alors nous sommes actuellement en cassation. Et nous espérons, nous tiendrons au bout nous irons éventuellement même devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'on a le droit de dire que l'argent du halal peut subventionner le terrorisme islamique. C'est ce qu'il a dit, hein, ce pourquoi il a été condamné, et on a non pas en France bien sûr, on n'a pas des preuves absolues, on n'a que des suspicions, mais aux États-Unis, il y a eu une enquête de la CIA qui a montré l'interconnexion de l'argent du halal avec
les groupes islamiques par l'intermédiaire de sociétés de charité islamiques. Au Canada, il y a une enquête journalistique qui a montré aussi les connexions qu'il pouvait y avoir. Et la même organisation existe aussi en France avec donc l'argent du halal et donc les sociétés de charité islamiques. Et après, on ne sait pas. Donc Madame Bariza Chiari, sénatrice La République En Marche, donc dans une interview à la télévision, sur CNews, disait que le halal drainait énormément d'argent et qu'on ne savait pas où il allait. Même quelqu'un... Alors, dans la mesure où alors, même si on n'a pas véritablement de preuves, il y a quand même un élément de suspicion qui nécessiterait au moins de l'État une enquête. Donc vous avez vu récemment, à propos de la fraude sociale, donc quand on se penche sur un problème, on arrive à... Il n'y a que l'État. Vigilance Halal n'a pas les moyens financiers et humains de se lancer dans ce type d'enquête. Mais c'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. À partir du lancement d'alerte, l'État doit se saisir de la chose pour élucider. Alors, vous êtes une association donc, de lanceurs d'alerte, ou en tout cas qui défend aussi les lanceurs d'alerte. Vous menez des actions judiciaires et vous avez également une action de communication, quand vous venez sur un plateau notamment, mais également sur les réseaux sociaux. Oui, alors on a beaucoup investi sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube et Facebook, où notre page... D'ailleurs, je demande à tous vos spectateurs de venir sur notre page et de la liker, comme on dit, de mettre j'aime. On a dépassé les 15 000 j'aime. Alors ça fait plaisir par le nombre, bien entendu, mais surtout ça permet d'établir un réseau, parce que ces personnes-là reçoivent les informations que nous fournissons par l'intermédiaire de notre page et nous font remonter aussi des informations du terrain, créant un réseau qui nous permet justement de commencer à peser véritablement dans le débat. Et Vigilance Halal commence à être connu. Bien sûr, nous ne sommes pas encore passés dans un média mainstream à part Sud Radio, donc j'ai été invité par M. Berkoff. Et donc TV Liberté aussi, que je remercie d'ailleurs, régulièrement aussi nous aide à nous faire connaître, bien entendu. Et ça, c'est inestimable. Mais nous avons besoin aussi de nous faire connaître, et peut-être j'espère qu'une des victoires judiciaires que nous allons obtenir pourra être médiatisée suffisamment pour que les grands médias commencent à s'intéresser. Et il me tarde d'ailleurs d'intervenir sur un plateau aux côtés de ténors pour leur amener un petit peu quelques éléments de contradiction et qui les feront réfléchir. En attendant les ténors, les prochains rendez-vous de Vigilance Halal ? Prochain rendez-vous, alors donc c'est donc le Conseil d'État. Conseil d'État, oui. Ouais, pour moi, c'est le plus important, le Conseil d'État qui devrait avoir lieu en octobre ou novembre, jugement au fond, donc sur cette question préjudicielle. Là aussi, donc elle est d'application obligatoire, et on voit que l'État traîne les pieds. Donc, et si on ne nous donne pas raison sur les arguments pourtant extrêmement pointus qu'on a développés, à ce moment-là, nous aurons la possibilité, puisqu'il faut avoir épuisé tous les recours pour aller devant la Cour de justice européenne. Et alors évidemment, vous allez me dire, ça coûte des sous, ça coûte cher, c'est vrai, nous avons un budget avocat qui est important, mais d'ailleurs je les remercie tous du fond du cœur, parce que nous avons des gens qui nous soutiennent financièrement, qui nous permettent justement de mener toutes ces actions. Donc le rendez-vous, pour moi, il est permanent. Il n'y a pas un rendez-vous particulier. C'est un rendez-vous quotidien avec la réalité, avec les gens qui nous soutiennent et qui, par ce soutien d'ailleurs, me donnent et nous donnent, dans la petite équipe qui est autour de moi, qui est derrière moi, nous donnent l'énergie pour continuer le combat. C'est un combat qui est très dur et pour l'instant, c'est nous qui donnons des coups, nous n'avons aucune action en justice contre nous, jusqu'à maintenant, malgré la difficulté du combat que nous menons. Merci beaucoup Alain de Peretti, donc on tiendra nos téléspectateurs au courant de la suite devant le Conseil d'État. Merci beaucoup donc à TV Liberté et à vous Olivier. Voilà.